Je m'appelle Vincent Chauvet et je suis de la promo 89. J'ai eu la chance de faire les études des ponts à l'époque où on était rue des Saints-Pères. Alors j'avais du choix, et notamment entre les deux grands concours Centrale et Mines-Ponts. Mais mon choix s'est très naturellement porté sur les ponts et chaussées, pour trois raisons. La première, c'est les ponts, symboliquement, ça relie. Ça relie des mondes, ça relie des gens, ça relie des rives. C'était aussi un lieu parisien qui était fantastique, être au cœur du quartier latin, en face de la fac de médecine où j'ai fait une partie de mes études aussi. Et la troisième raison, eh bien, c'est que on était proche également de la Seine et du pont des Arts. Et moi, je suis quelqu'un qui était à la fois scientifique et très artiste. Et j'ai trouvé là le lieu de prédilection pour construire quelque chose et intégrer. Avec un dernier élément qui a beaucoup compté aussi, c'est quand j'ai reçu la plaquette de toutes les écoles, et notamment celle des ponts et chaussées, j'ai trouvé que c'était une plaquette qui était très bien faite, mais il y avait dedans le journal des élèves de l'école. Et ça avait l'air d'être la fête. Ils avaient l'air d'être épanouis tous ceux qui écrivaient, qui rendaient compte, et ça a beaucoup compté aussi. J'ai eu un parcours un peu atypique dans l'école. Quand je suis rentré au pont, j'avais pas perçu que les études seraient très pratiques. C'est une école d'application de l'X, donc on va très vite dans les choses très concrètes. Et moi, je sortais de prépa comme tout le monde, avec quelque chose qui m'avait beaucoup plu, qui était la concision des formules, que ce soit en physique ou en mathématiques, et la beauté des équations, la dimension d'exploration des connaissances à travers l'écriture scientifique. Donc j'ai été pas propulsé et pas naturellement adapté à la mécanique des sols, à la résistance des matériaux, aux procédés généraux de construction, etc., etc. Et comme j'étais aussi féru de recherche sur l'âme humaine, et notamment la recherche sur le cerveau peut-être, c'était quelque chose qui me travaillait depuis longtemps, j'ai demandé à la direction des ponts, avec un de mes camarades qui avait un peu les mêmes idées, les mêmes envies, si on pouvait négocier un parcours un peu adapté pour à la fois diminuer certains cours des ponts, pour pouvoir dégager du temps dans des études de médecine en parallèle. Donc on a fait la fac de médecine de Cochin en même temps qu'on a fait les études des ponts dans un aménagement d'emploi du temps discuté, négocié et accordé par la direction de l'enseignement et par la présidence de la faculté de Cochin. J'ai quand même travaillé pendant ces études et en dernière année, j'ai intégré le collège des ingénieurs d'une manière un peu particulière parce que normalement il fallait faire un stage long à l'époque que je n'avais pas fait et que je n'avais pas pu faire. Simplement le directeur du collège des ingénieurs a, avec la direction des ponts, demandé une dérogation sur la base des 2 ans de projet entrepreneurial que j'avais conduit pour la fête des ponts. Alors quand on intègre les ponts ou n'importe quelle grande école, que ce soit de commerce, d'architecture ou de médecine ou d'ingénieur, tous les élèves ont beaucoup donné dans leurs études et ils n'ont aucune envie, c'est de continuer bien sûr leurs études, leurs apprentissages, mais aussi de pouvoir faire la fête. Donc l'ambiance de camaraderie, l'emploi du temps, tout ça permettait à la fois de faire du sport, de se voir, de partager, de sortir et d'organiser régulièrement des soirées des ponts, comme il y a certainement toujours, et comme il y aura toujours, tant mieux. Quand on est rentré au pont, à ma promo, on s'est rencontré avec un autre garçon qui s'appelait Anthony Gertler, puis assez vite après avec Stéphane Plat, et on a constitué un trio avec une idée, un rêve qui était de se dire, un peu fou au départ, c'est parti comme ça, spontanément, et si on organisait la prochaine fête des ponts, le gala des ponts annuel qui avait lieu. Et nous, on avait un rêve, en toute modestie, qui était de se dire, et pourquoi pas faire la fête des ponts au château de Versailles. Alors moi, j'ai fait une partie de ma vie de jeune à Versailles, un de ses autres camarades aussi. Ça nous paraissait un peu naturel, un peu évident, un peu surdimensionné peut-être aussi, mais en même temps, voilà, quand on a 20 ans, on voit pas trop les limites des possibles.
on a l'audace, comme disait Goethe, hein, l'audace, l'énergie, parfois le génie, et l'envie de pouvoir oser et d'essayer. Et on s'est lancé dans cette idée. Je vais peut-être y revenir, mais à la fondation de cette fête, il y avait un double objectif. C'était de ne pas se précipiter, prendre le temps de la construire. Et la deuxième chose, qui moi me tenait énormément à cœur, et c'est moi qui conduis, on va dire, l'essentiel de la philosophie ou de la vision de cette fête en dehors du lieu lui-même, c'était de favoriser non seulement le rayonnement des ponts, des élèves des ponts, de ceux qui gravitent autour des ponts, mais de favoriser aussi les arts. Le pont des arts, je l'ai dit tout à l'heure dans ma présentation comptée géographiquement, et de pouvoir mettre en valeur les arts, puisque à l'origine de la construction et de la fondation de l'école des ponts, les ingénieurs des ponts étaient les dessinateurs du roi. Donc les dessinateurs avaient une dimension artistique, c'est vraiment dans l'âme de l'école des ponts. Et j'avais envie de célébrer ça et de pas seulement mettre en valeur notre dimension de scientifique, un peu privilégiée avec des talents et des dons qui ont pu faire des belles études, mais l'idée aussi de pouvoir promouvoir l'ensemble des arts et de promouvoir du coup, dans une fête au château de Versailles, à la fois l'école des ponts et l'ensemble des arts qui pouvaient y contribuer dans la réalisation. Pour s'organiser, d'abord à partir de la première vision, du premier délire, on va dire, de dire on fait une fête à Versailles, au château, et on va associer des écoles d'art pour contribuer à leur réalisation. L'idée, c'était par exemple de dire le jour où, si on peut le faire, on fait une campagne d'affichage dans le métro ou dans Paris, dans les autres écoles, il faudra bien une affiche. On ne va pas la faire nous, on ne va pas la faire en payant une prestation, on va proposer à des écoles qui font du design de participer à un concours. Par exemple, si on organise ce gala au château de Versailles, on va organiser aussi la présence des entreprises pour essayer de financer une partie par la réunion à la fois d'ingénieurs, d'anciens, de PDG ou de direction générale de ces entreprises, que ce soit Péchinet, SNCF, Saint-Gobain, LVMH et d'autres, et de recevoir quelques élèves aussi pour des rencontres à travers cette soirée, donc à travers un souper, dans la galerie des Batailles, c'était un des éléments, avant de se retrouver tous dans le grand parc et l'orangerie du château de Versailles, notamment pour les étudiants de toute provenance. Pour s'organiser pour un tel cadre, une telle ambition, un tel rêve, il fallait quand même garder les pieds sur terre. Donc il fallait d'abord avoir des autorisations. Il fallait aussi le soutien des ponts. Alors des anciens, mais surtout de la direction des ponts, pour utiliser le nom des ponts, pour démarcher éventuellement, budgétairement, à un moment donné. Une fois le projet à peu près construit, conçu. Là-dessus, on a eu une résistance, non pas des anciens, non pas tellement de la direction des ponts, qui nous a dit « vous faites ce que vous voulez, mais hors de question d'utiliser les ponts si c'est pour faire un fiasco budgétaire ». Et il y avait déjà donc 3 ans passés où il y avait eu un fiasco budgétaire. Et la résistance est venue plutôt de ceux qui nous précédaient en disant déjà qu'en faisant une fête l'année dernière, alors je ne sais plus si c'était le pavillon d'Armenonville ou des choses comme ça, enfin certaines salles dans Paris ou autour de Paris, ça n'avait pas fonctionné. Ils nous disaient votre projet il est surdimensionné ou grandiose, donc ça va mettre les ponts par terre. Les piles vont s'écrouler. Et moi, ce que j'ai choisi de faire avec l'équipe qu'on a progressivement montée, d'abord à 3, et puis ça s'est étendu sur une quinzaine, vingtaine d'élèves dans les 18 mois qui ont suivi, c'est de dire, on va concevoir le projet, on va associer des écoles, il n'y aura pas un sou de dépensé, c'est notre énergie, c'est notre rêve, en plus des études. On fait ça pendant 18 mois, on se donne presque 2 ans. C'était presque 2 ans, c'était pour 88 quand on est rentré en septembre 86, c'était pour juin 88. Et on se donne presque 2 ans pour le réaliser. Si on peut le réaliser, donc si on a les autorisations et si on a le budget, et si on a aussi suffisamment de monde autour des écoles d'art qui ont envie de s'associer pour contribuer au rayonnement des arts et des ponts et faire des ponts entre ces populations et ces cultures. Et j'ai retenu un principe très simple, ce qui était de dire il faut qu'on établisse progressivement un budget en fonction de tout ce qu'on va glaner comme information sur les moyens nécessaires à la réalisation.
il faut qu'on puisse continuer à rêver et faire rêver et avoir une écoute de ce que les écoles d'art pourraient nous proposer, parce qu'on ne va pas tout inventer nous. Et il y a eu beaucoup d'écoles. Au total, il y a eu 52 écoles d'art qui ont été associées. Et il y a eu à peu près 70 entreprises aussi associées dans les financements et dans les contributions. Parfois, par exemple, Nina Ricci a fait don de parfums pour la soirée qui était offerte lors du souper. Et puis, il y a eu le Conservatoire de Paris qui a organisé le concert à la Chapelle Royale, par exemple. Vous voyez, donc toutes sortes de... Une école d'art floral aussi, Ikebana, qui a participé et qui a réalisé l'ensemble de la décoration florale. On a fait venir Canal+ et les Nuls à l'époque, qui étaient les grandes stars de l'époque, pour une partie des fêtes, et il y avait plusieurs lieux avec plusieurs festivités. Mais donc tout ça contribuait à la fois faire quelque chose de très beau, de très varié, de multiple, avec beaucoup d'acteurs contributeurs, réalisateurs, acteurs de toutes écoles. Et en même temps, bien sûr, le budget était énorme. Si on le met en euros d'aujourd'hui, ça serait 1,5 million à 2 millions d'euros. Donc si le budget ne passait pas et si les recettes n'étaient pas là, de toutes sortes, eh bien, on courait à la catastrophe pour toute la fondation des ponts, toute l'école des ponts. Donc moi j'avais dit, on ne dépense rien tant qu'on n'a pas été suffisamment proche du moment de la deadline, comme on dit, où il faut lancer les choses sur un plan pratique et organisationnel. Et on réunit un budget qui ne soit pas 100% du budget nécessaire, qu'on aura et qui va monter. Et on fait, il faut qu'on puisse partir que si on a 110% du budget. Et on a eu la chance que ce soit le cas. Mais pas beaucoup de monde y croyait au départ. Alors, la soirée qu'on souhaitait dans une unité de temps, vous savez, au théâtre, on parle d'une unité de lieu, de temps, et je crois plus, il y a un troisième terme aussi. Nous, on souhaitait une unité de lieu, le château de Versailles, avec plusieurs lieux à l'intérieur pour les différents types de personnalités et de fêtes. Et on souhaitait une même date pour cet ensemble de lieux. Puis finalement, ça n'a pas été possible. On a dû donc séparer en deux moments, le 11 juin 88 et le 27 juin 88. Ouais, on peut dire que ça a doublé la fête, en quelque sorte. On peut le voir comme ça. Il y a eu une énergie qui était extraordinaire, c'est-à-dire que toutes les écoles d'art qui avaient contribué, qui avaient répondu à des concours, qui avaient sollicité, qui avaient inventé des choses, ont été extrêmement heureuses de contribuer et d'être associées, bien sûr. Les élèves des ponts ont été très heureux qu'on puisse réaliser, sachant qu'on avait le budget qui était là, et même s'il y a toujours des imprévus. Et le résultat, sur un plan financier, c'est qu'on a pu donner à l'équivalent de 8% du budget. On avait prévu 110%, eh ben on était largement dans les marges. On a pu donner 8% des bénéfices à une œuvre humanitaire au Guatemala pour construire une école. Et on a eu à peu près 5000 personnes qui sont venues au château de Versailles faire la fête et fêter les ponts. Les gens qui étaient invités, en fait, c'était à travers l'affiche, c'était quelque chose qui était très ouvert. Et puis Versailles, le château de Versailles, pouvoir aller à une fête en étant jeune ou moins jeune avec des responsabilités professionnelles, il y a beaucoup de gens qui en rêvent quand c'est une soirée qui devient privée. Vous pouvez accéder à des lieux comme la Chapelle Royale ou l'Opéra Royal, la Galerie des Batailles, promenade à travers les appartements, les jardins au mois de juin quand il fait beau, et il faisait très beau, sans canicule non plus, et puis l'orangerie à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc il y a eu une cinquantaine d'entreprises qui sont venues dans la partie concerts, dîners, soupers, feux d'artifice qui a été organisé aussi sur l'esplanade du château de Versailles. Parmi ces entreprises, on retrouve la plupart des entreprises. Alors, il n'y avait pas de start-up à l'époque. C'était des anciennes start-up, puisque Saint-Gobain, par exemple, a été une start-up aussi. Hein. Il y avait Péchinet, Nina Ricci, je vous ai dit, LVMH, Essilor, etc. Et dans la population, il y avait bien sûr toute la population des étudiants des ponts, mais surtout, si on avait 4 ou 5 000 personnes, c'est que la plupart des écoles d'art et des étudiants des écoles d'art, d'autres écoles d'ingénieurs et d'autres écoles de commerce sont venus faire la fête au pont. Et ça a contribué à notre rayonnement, je crois, sur plusieurs années. Les succès, c'est toujours difficile de
de les mesurer, surtout quand on est acteur soi-même. Moi, j'étais tellement nez dans le guidon le jour J que j'ai pas profité. Mais j'ai profité du fait que ça puisse exister et que ce rêve soit devenu réalité dans des conditions très, très heureuses et très épanouissantes et dans des grandes conditions de sécurité. Le succès, ça a été, je vous ai dit, la présence de 4 à 5 000 personnes et puis les témoignages qu'on a reçus à la fois de la presse qui s'est déplacée, qui a pu venir faire des articles divers et variés, et toutes les écoles d'art, que ce soit les associations des élèves, que ce soit les directions d'enseignement des écoles qui nous a dit jamais on n'avait été démarché pour un tel projet, de travailler ensemble comme ça. Aujourd'hui, c'est un peu à la mode, vous avez beaucoup de disciplines qui travaillent ensemble, il y a beaucoup d'interdisciplinarité, Erasmus dans les échanges internationaux. C'était sous une autre forme, quelque chose d'assez précurseur et qui associait donc des tas d'écoles d'art qui se parlaient pas, chacun dans sa petite chapelle, ou les écoles d'ingénieurs qui font chacune leur fête, ce qui est aussi très bien. Et là, il y avait une dimension supplémentaire, une âme supplémentaire. Et ça a été une retombée donc à travers ce qui a marqué les acteurs, les directions d'enseignement, et puis bien sûr les entreprises qui ont pu participer, soutenir, accompagner pendant 2 ans un projet qui paraissait fou au départ, mais qui les ont fait aussi rêver, qui leur ont permis de rencontrer des étudiants un peu fous, hein, mais qui avaient quand même les pieds sur terre puisqu'ils réalisaient quelque chose. Et quand vous réalisez un pont, vous reliez des choses, vous rêvez de relier une rive à une autre. Mais il faut que ça tienne, hein. Il ne faut pas que le pont s'écroule. Et c'était le cas. Donc je crois que pour l'ensemble des contributeurs, des acteurs de tous âges, les entreprises, les écoles d'art, la direction des ponts et les étudiants de toute origine qui ont pu venir aussi faire la fête, eh bien, ils ont un souvenir qui reste en profondeur. Je crois qu'on en parle régulièrement encore des années après de cette fête. Ce rêve au départ de trois jeunes qui ont envie de faire une fête et qui savent que tous les gens, il y a un gala qu'on pourrait faire et qui ont envie d'y participer. On avait envie d'être soit au bureau des élèves, soit au bureau des sports. Moi, j'ai organisé 2 fois aussi la descente de la Vallée Blanche. Mais ces 3 jeunes, Stéphane Plat, Anthony Gertler et moi-même, qui avons donc fondé, on va dire, le projet, la philosophie du projet et ses dimensions, ses possibilités, avant ensuite d'être étoffé par les écoles d'art. Mais progressivement, on a dû, quand on est allé dans le démarchage des entreprises, le démarchage des écoles, on a eu besoin à la fois de faire nos études de médecine et des ponts, et en même temps d'associer plus d'élèves qui commençaient à voir que ça prenait de la forme, et qu'il y avait une matière qui était là, que c'était pas qu'un projet fou. Et plus la matière se rassemblait, plus ils pouvaient participer à l'édifier, à construire, à réaliser et à apporter aussi leur propre contribution d'invention, de créativité. Et donc il y a eu progressivement une équipe qui s'est étoffée, et donc dans les 9 derniers mois, il y avait une vingtaine, 15 personnes quasi à plein temps, hein, je dis quasi à plein temps parce qu'on travaille quand même moins dans les écoles et on travaillait très tard la nuit pour tout ça. Mais donc il y a eu 15 à 20 personnes, des ponts, d'étudiants, plus toutes celles des autres écoles d'art. Et il y avait une ferveur qui était incroyable, une délégation. Alors moi, je faisais confiance énormément à tout le monde. Chacun était engagé, impliqué, responsable. C'était une vraie petite ruche, c'était une petite start-up, mais une vraie belle start-up aussi. Il y avait, pour rentrer dans la cour du château, pour les entreprises et les personnes qui étaient VIP, qui participaient au souper, à la galerie des batailles et au concert à la Chapelle Royale, qui n'étaient donc pas les étudiants de tous bords qui venaient, eux, sur l'esplanade, dans le parc et à l'orangerie. Pour les, entre guillemets, VIP, ils avaient un pass. Mais il y a une personne qui avait oublié son pass, qui était le conservateur en chef. Il a voulu se présenter, bien sûr, devant chez lui, devant son château, entre guillemets, et les gardiens qui étaient là l'en ont empêché. Et il a forcé le passage, ils lui ont arraché sa chemise. Je vous raconte pas le lundi matin. Convocation chez le directeur des ponts avec un vrai scandale. Tout est rentré dans l'ordre, mais ça a été difficile. Après cette très belle aventure qui était une aventure d'équipe, qui était une aventure à partir d'un rêve, une création bien sûr, et une très belle réalisation soutenue par les ponts, et avec toute la part d'incertitude sur 2 ans de projet,
Moi, je suis parti faire mon VSNE. À l'époque, c'était une obligation militaire, un devoir civique, en Inde. Et puis, quand je suis rentré en 91, progressivement, j'ai intégré les télécoms, pas les ponts, mais c'était une autre façon de relier un autre monde encore et de construire d'autres choses. Et j'avais encore une vision. Moi, je suis quelqu'un de très artiste et très entrepreneur, très entrepreneurial, on dirait aujourd'hui peut-être. Et j'avais une vision en termes d'éducation, de communication et de relation avec les gens. Et cette vision, c'était ce qu'on pourrait appeler, ou ce qu'on a appelé à l'époque, le multimédia. Utiliser différentes formes médiatiques ou de médias pour transmettre quelque chose, partager quelque chose. Bon, aujourd'hui, c'est Internet, c'est le téléphone mobile, et c'est donc tout cet ensemble de l'écrit, de l'image, de la vidéo, de l'image animée qui est réunie et avec lequel on peut créer et faire énormément de choses en collaboration, en projet, etc. Donc ça m'a cette idée, cette vision, alors que moi j'étais pas du tout quelqu'un de très économiste ou financier, alors pas du tout, j'étais même nul là-dedans. J'ai eu la chance, à partir de cette vision, de rencontrer 4 autres personnes qui étaient plus techniques que moi ou plus financiers que moi aussi, et on a eu la chance à 5 de créer un projet qui a donné ensuite la naissance à une société et une marque qui s'est appelée Wanadoo, qui a été donc la première grande start-up française. Pour vous donner une idée, notre business plan en 95, quand on a démarré et qu'on s'est dit on peut en faire techniquement et on verra sur un plan business si ça fonctionne, mais en termes de vision et de service, on a l'idée, on a les compétences, on peut essayer, on va lancer ce projet. Notre business plan, c'était première année, objectif 10 000 abonnés, deuxième année 20 000 abonnés, troisième année 30 000 abonnés. Vous voyez, bon, on a fait 15 000 abonnés première année, 100 000 la deuxième année, 500 000 la troisième année. Donc c'était une hyper croissance, c'était 15% de croissance par mois. Le recrutement des abonnés, des clients, etc. 15% par mois. Donc il y a une vitesse. Moi, je recrutais 2 personnes par jour, par exemple, à l'époque. Enfin, pas tout seul, mais... Donc ça a été une aventure à la fois technique, visionnaire, médiatique, absolument extraordinaire, mais dans des conditions en 95-96, jusqu'en 99 à peu près quand moi j'ai quitté, laissé le navire, qui n'avaient rien à voir avec l'écosystème d'aujourd'hui et qu'on connaît depuis une dizaine d'années. Il y avait très peu d'initiatives, il y avait très peu d'audace. Bon, nous, on a eu cette audace, on a eu la chance de trouver 2 actionnaires qui étaient France Télécom et Havas, en communication, qui nous ont associés, qui nous ont soutenus, qui nous ont dit, qui se sont dit, ces gens sont complètement fous, mais ce qu'ils ont l'air de nous raconter, et avec de la preuve matérielle, technique, ça a l'air de pouvoir être possible, et si ça marche, la vache, ça pourrait être assez grandiose. Alors on n'a pas été les seuls à le faire, hein. Dans le monde entier, il y a eu des entreprises, que ce soit Yahoo, Google après, etc. Mais le service est né comme ça. Et dans un écosystème donc, qui était très différent. Mais je crois que cette aventure-là, cette start-up-là, cette aventure humaine, géniale, a permis de créer, de contribuer à créer l'écosystème dans lequel vous pouvez vivre aujourd'hui, vous, jeunes, depuis une dizaine d'années. C'est beaucoup plus facile, beaucoup plus favorable, et tant mieux. À l'origine, Wanadoo, c'était apporter des services, mais pour pouvoir apporter des services, il faut fournir d'abord un accès. C'est comme si vous dites, tiens, je voudrais profiter d'un tourisme dans une région de France, je ne sais pas, dans le Pays Basque, il faut un accès. Donc il faut des routes ou un avion, ou bon, on peut avoir ses pieds aussi, mais de toute façon, il faut un chemin. Voilà. Donc l'idée, c'était fournir avec Wanadoo les infrastructures techniques qui le permettent, et au-dessus, apporter tout un ensemble d'applicatifs et de possibilités applicatives que l'on fournit. Le mail, à l'époque, c'était un service, hein, maintenant c'est évident, mais le mail, des sites web qu'on peut se créer, qu'on pouvait se créer, et le chat, etc. Enfin, toutes ces applications qui aujourd'hui sont évidentes, elles étaient à créer à l'époque. Et l'idée, c'était aussi de pouvoir permettre à n'importe qui de pouvoir progressivement créer ses propres applications. Bon, c'est ce qu'Apple après a fait de manière beaucoup plus géniale avec l'Apple Store, etc. Mais ça part de la même idée, vous voyez, des tas d'applications à partir d'un accès que vous fournissez à des gens qui avaient au départ simplement un téléviseur ou un Minitel.
on était dans la préhistoire. Mais c'était la vision était de dépasser le Minitel, bien sûr, et d'offrir tout ce que vous connaissez aujourd'hui parfaitement, et qui est très fluide et tellement facile à utiliser. Pour comparer peut-être le fait d'entreprendre. Entreprendre, ça part d'abord de soi, j'ai envie de dire. On a une idée, on a une vision, on a un rêve. Il y a une part de ça. Ça peut être aussi une rencontre avec 2, 3 personnes, une équipe. Ça, quelles que soient les époques, c'est facile. C'est relativement facile. Maintenant, on peut rencontrer plus de personnes qui n'ont pas les mêmes compétences grâce à Internet. C'était pas le cas il y a 20 ans, il y a 100 ans, il y a 2000 ans. On peut s'associer et fonder quelque chose entre l'Australie, par exemple, et le Japon, ou entre la France et les États-Unis, etc. C'était pas le cas il y a quelques dizaines d'années. Mais au-delà de ça, je crois que ce qui est plus facile aujourd'hui, c'est de trouver des financements. Ça, c'est la grande différence. Mais l'audace à entreprendre, je crois qu'elle fait partie de la nature humaine. Hein. L'être humain est profondément audacieux. C'est ce qui crée à la fois dans la nature humaine les plus belles choses et puis quelquefois les choses les plus horribles. Hein. Dans l'audace, il y a de tout. Donc je crois que l'audace à entreprendre fait partie de notre nature humaine et qu'elle nous habite tous plus ou moins. L'entreprise qu'on avait créée en 95-96, donc qui a été lancée avec la marque en mai 96, elle a prospéré, et bien au-delà de tous nos pires délires, entre guillemets, ou de nos plus folles ambitions. Elle a énormément prospéré, et tout l'univers de l'Internet, puis de l'Internet mobile, qui a pris le relais après, dans les années 2000, 2005 et 2010. L'iPhone, je crois que ça date de 2007 ou 2008. Enfin, voilà, tout ça, vous connaissez parfaitement cette explosion de ces pratiques, de cet univers, de ces entreprises. L'entreprise elle-même, Wanadoo, elle, 2 choses. La première, c'est qu'elle a été mise en bourse, et puis les conditions ont fait dans la vie économique des entreprises que quelquefois elles sont ressorties de la bourse ou elles sont retirées entre guillemets de la bourse, ou une entreprise met la main dessus et fait une OPA. Bon, Orange a réintégré à l'intérieur d'elle-même ce que m'avait créé, parce que c'était au départ beaucoup de l'internet fixe à travers l'internet filaire, mais comme il y avait Orange Mobile, ça faisait beaucoup de sens d'associer l'infrastructure fixe, l'infrastructure mobile et toutes les applications. Donc ils ont intégré et fusionné Wanadoo à l'intérieur d'Orange. Et en ce qui me concerne, moi j'ai choisi, en étant un des cofondateurs, de quitter l'entreprise Wanadoo avant son entrée en bourse. J'ai quitté en 99. Alors pour une raison très simple et qui rejoint peut-être ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est que à l'époque les conditions pour pouvoir entreprendre n'étaient pas les mêmes. On a pu donner vie à un rêve, à plusieurs. On a pu réaliser les moyens techniques, le déploiement et la très forte croissance de cette entreprise, de son succès commercial, technique, etc., de son développement, de sa créativité. Mais en même temps, l'actionnaire ou les actionnaires étaient très classiques, j'ai envie de dire, dans une ancienne économie avec des règles et certaines rigidités. On ne pouvait pas mettre au comité de directeur des gens qui avaient à peine 30 ans. C'était une règle pour eux. C'était une très grande frustration pour nous. Pour certains d'entre nous qui s'estimions manager des équipes de centaines de personnes, on ne comprenait pas très bien. Alors, on n'était pas des révolutionnaires, donc on a laissé faire. On n'avait pas de pourcentage au capital non plus, malgré des demandes et avant que ce soit le succès. Et la raison de mon départ en 99, personnel, c'est que surtout, ces 2 raisons-là y ont contribué, mais la raison de fond, c'est que le phénomène de croissance donne aussi de l'épaisseur et parfois de la lourdeur. Or, on était dans un univers extrêmement créatif et nous étions très créatifs, et moi en particulier. Donc on avait besoin de garder cette rapidité, cette célérité, cette agilité. Et elle était en train de disparaître au niveau du management, à la fois dans ses règles, comité de direction, nomination, etc., et dans la création des services ou l'évolution des services, y compris par rapport aux demandes des clients. Donc moi j'ai choisi de quitter l'univers que j'avais co-créé pour aller faire d'autres choses. Et le monde est vaste, hein, la Terre est vaste, l'univers aussi.
la suite, c'est que j'ai aidé à créer une vingtaine d'autres entreprises, des startups qui se créent en co-création ou en tant qu'administrateur. J'ai apporté des fonds dans des entreprises. Je me suis occupé d'une entreprise en particulier de gestion de fonds de start-up, par exemple. J'ai dirigé une entreprise plus tard aussi. Mais en même temps, comme vous l'avez senti, depuis toujours, j'ai toujours été quelqu'un qui était créatif. Et avec une dimension artistique qui m'a beaucoup porté, que ce soit au Pont avec le Pont des Arts et les écoles d'art, que ce soit dans la création de Wanadoo avec la vision artistique, des applications qu'on pouvait faire et éducatives. Et donc je suis toujours dans cet univers créatif et artistique depuis toujours. Maintenant, beaucoup plus encore, je suis beaucoup moins ingénieur et beaucoup plus artiste. J'écris, je suis photographe, j'ai toujours été, je suis musicien et je donne beaucoup de conférences. Je pense à deux choses. La première qui me semble essentielle, c'est de toujours peut-être essayer de garder son chemin, de découvrir son propre chemin, de suivre ce que l'on est. On le découvre aussi toute sa vie, hein, bien sûr. Les rencontres en font partie, ils nous aident beaucoup. Mais de pouvoir suivre son chemin, et en étant ingénieur des ponts, vous avez de telles opportunités que je crois que le monde est vaste et qu'il faut le voir en étant très ouvert, avec beaucoup de mobilité possible, et puis de surprise à la vie. Et je pense à une chose également, qui est que le monde dans lequel on vit, surtout là en janvier 2022, depuis 2 ans, avec cette pandémie, et qui est pas prête de se terminer, les choses sont compliquées sur un plan moral, sur un plan vie sociale, sur un plan familial, parfois affectif aussi. Ça pèse à tout le monde, même s'il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'entrepreneuriat, beaucoup d'études et de sérieux dans tout ce que les jeunes peuvent faire, ou les entreprises aussi. Il y a beaucoup de choses qui se transforment. Hein, le climat, les économies, les formes d'économie, les associations, les compétences, beaucoup de choses qui sont en transformation dans notre monde, et les plans de relance des gouvernements le mettent aussi très fortement en valeur, que ce soit sur un plan géopolitique, climatique, que ce soit sur la mobilité du transport, les formes de transport, sur les relations sociales, le vieillir aussi ensemble, etc., la santé. Par rapport à ces transformations, il y a quelque chose qui peut nous concerner aussi, je trouve. C'est une phrase de Gandhi que j'aime beaucoup qui disait « Soyez la transformation que vous voulez voir dans le monde ». Ça nous laisse cette part de rêve d'avoir envie de voir le monde se transformer d'une certaine manière avec notre vision, et ça nous ramène aussi à une certaine humilité, à pouvoir nous-mêmes être ouverts à nous transformer en mieux, en découverte de certains de nos talents et puis à travailler certains de nos défauts qu'on a tous aussi par rapport à certaines situations. J'ai gardé des liens éternels avec l'âme de ce qu'on a vécu, d'amitié, etc. Après, pour être plus concret, je vois assez peu des anciens des ponts avec qui on a pu partager, construire des choses. Voilà, il y a eu beaucoup de gens qui ont fait des chemins très variés professionnellement, géographiquement. Mais je sais que quand on se parle ou qu'on se retrouve, on est quelques-uns, hein, de différentes promos. J'en vois un la semaine prochaine avec qui je déjeune, c'est un garçon que j'aime énormément, Bertrand Clochard, et qui lui parle de la mystique de l'eau. J'adore ça. Il est dans le domaine de l'eau depuis toujours, en tant qu'ingénieur des ponts, et il parle de la mystique de l'eau. Il travaille pour l'Agence française du développement. Bon. Donc je garde des souvenirs épatants, pour certains vivants et partagés. Et concernant l'institution des ponts, cette interview est un peu une reprise de contact après des années, j'ai envie de dire un peu d'éloignement. La vie fait ça, c'est un peu les allers-retours qu'il y a quelquefois. Et en faisant un don à la Fondation des ponts et en ayant le plaisir de faire ce don il y a quelques mois, j'ai ajouté un petit texte et ça nous a donné l'occasion de reprendre contact, et je suis très heureux de pouvoir renouer, de retisser et de refaire un petit pont vers la Fondation des ponts, l'école des ponts et la communauté des ponts.